suis allée, je vais te le dire, au Sénégal, la psychoéducation secondaire. Donc, c'est pas un échange d'étudiants, mais il faut être étudiant en psychoéducation ou être dans cette dernière année juste avant de prochain pour y aller. Donc, on a été une trentaine d'étudiants en psychoéducation qui s'est divisé dans différents projets. 2 villes en Haïti, une à Manawan, c'est une communauté autochtone dans le nord du Québec, puis au Sénégal où je suis allée. D'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai un beau petit tissu avec moi. Une des choses qui m'a marquée au Sénégal, c'est que les femmes, surtout, sont très fières, très chaleureuses. C'est des gens qui marchent à tête droite et qui portent beaucoup des super belles couleurs, super vivantes, qui marchent à tête haute. Donc, j'ai amené le petit foulard qu'ils m'ont fait avec ma petite robe africaine. Et je l'ai apporté fièrement comme eux. Pour qu'on se rappelle tout le long du... Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est par rapport au genre. Donc, je suis allée au Sénégal. C'est où il y a le petit point orange, là. Puis on était assez proche de la côte, donc à Kébémer. Je vais commencer par vous lire un petit extrait de mon journal de bord. Okay? Juste pour vous mettre un petit peu dans l'idée dans laquelle on était quand on est parti, un petit peu tout le long. Et la formule que je veux aujourd'hui, c'est que ce soit un peu plus interactif. Je vais vous faire faire des activités, je vais vous poser des questions, juste pour vous faire sentir un petit peu certaines choses par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Fait que, je vais vous lire quelques vers, un petit peu pour, comme j'ai dit, exprimer l'idée dans laquelle on est parti, dans laquelle on a vécu pas mal les 6 semaines qu'on était là-bas. Donc, pars là où tu ne connais rien, où tu ne connais que ce qui est tien. Toi qui sais à quoi s'attendre, et dans cette vision si tendre, prends conscience de ton erreur, de croire avoir la bonne heure. Pars, seul avec ton être, toi qui crois te connaître, tu verras à quel point tu as encore des raccoins dont tu ignores l'existence, dont tu ignores la présence. Pars où il n'y a que différence, et en faisant la balance, tu vois que les ressemblances, plus nombreuses que tu ne le penses, rétrécissent les distances entre des peuples d'espérance. Pars et apprends. Apprends à apprendre. Apprends à ne rien comprendre. À quitter tes méandres. À renaître de tes cendres. À offrir et apprendre ces souvenirs qu'on ne peut vendre. Donc c'est un peu, si vous avez compris quelque chose, l'idée c'est qu'on part quelque part où on n'a aucun point de repère parce que c'est une culture où on ne connaît rien du tout. Où on n'a jamais été, où on n'a pas beaucoup entendu parler. On part avec notre valise, quelques objets familiers, et puis voilà, découvre, puis rends-toi compte à quel point tu sais rien de toi-même, tu sais rien de l'autre, puis apprends. Donc vous avez vu quelques petites photos qui illustrent un petit peu le voyage. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous parler un petit peu de Psychopodes sans frontières. Donc, dans cette idée-là, dans cette mentalité-là, on a pris part à différents projets avec 3 valeurs principales. Puis je trouve que c'est des valeurs super importantes. C'est des valeurs qu'on a essayé de bien comprendre et de développer pendant qu'on était là-bas. Donc, relation égalitaire, ouverture engagée et solidarité responsable. Donc, c'est là que ça va être un petit peu plus interactif. On va voir ensemble c'est quoi ces 3 valeurs-là. Donc, les relations égalitaires. On va commencer par se dédier. Placez-vous avec quelqu'un, vous devez être 2 par 2 près d'une chaise qui semble être solide. Une fois que vous êtes trouvé un ami, une chaise solide. Vous êtes trouvé au moins un ami. Mais si on est à faire, vous faites 3 là. Et là, un des 2 va monter sur la chaise. Mettez-vous face à face. La personne qui est sur la chaise, vous allez dire à l'autre: bonjour, je m'appelle, vous dites votre nom, je suis psychoéducateur, psychoéducatrice, et je suis là pour t'aider. Dites ça en regardant la personne dans les yeux. Parfait. Bien. Maintenant, on va faire
Maintenant, la personne qui par terre va dire ça à la personne qui est sur la chaise. Ça va? Vous pouvez débarquer les deux. Vous allez vous éloigner. Quand même beaucoup. C'est bon, c'est bonne silence, éloignez-vous. Regardez-vous dans les yeux. Et la personne qui était sur la chaise au départ répète encore le message. Bonjour, moi Yannick, je suis psychoéducateur, je suis là pour t'aider. Maintenant, vous allez vous placer à quelques centimètres. Et vous allez répéter encore une fois. En même temps, la personne qui était sur la chaise répète encore le message. Bonjour, je suis avec quelqu'un, je suis psychanalyste, je suis là pour t'aider. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rasseoir. Ouais, c'est ça. Donc là, on a livré le même message dans des postures différentes. Qu'est-ce que vous avez senti dans les différentes postures? Comment vous êtes senti dans les différentes postures en disant on va recevoir le message? Pour ça, quand t'es plus grand, plus petit, c'est un concept d'inégalité, disons, supériorité. Concept d'inégalité, supériorité? Autre chose? Parce que la meilleure posture, c'était quand on était face à l'un à l'autre. C'est là où le message, le regard était juste au même niveau, et c'est là où le message passait de la meilleure façon. Parce qu'on était près, ça passait loin. Oui. Qu'est-ce qui se passait quand on était très loin? Ça va être moins. Déjà, puis il y avait un niveau déjà, puis ça bloque forcément. Un manque de proximité. Manque de proximité. Donc là, on voit que pour un même message, un simple détail sur la posture qu'on prend par rapport à l'autre, ça rend des relations plus ou moins égales. Des fois, c'est dans la subtilité des choses. C'est une des raisons pour laquelle, dans notre projet, on parle beaucoup de coopération internationale et pas d'aide humanitaire. Parce que, bien que c'est un terme qui est utilisé avec beaucoup de bonnes intentions, quand on parle d'aide humanitaire, c'est nous qui vient t'aider. Parce que nous, on sait que tu as besoin d'aide. Donc, PSF nous a amené dans plusieurs formations du même genre, avec des exercices expérientiels, à regarder les choses d'une vision un petit peu différente, puis à regarder dans tous les petits détails de quelle façon se replacer dans un niveau égal à l'autre en tout temps, parce que des fois, c'est dans les subtilités. Donc, ouverture engagée. Avant de vous faire bouger, vous pensez que ça fait référence à quoi? C'est bien de faire, mais si on n'est pas ouvert de façon engagée, on va inciter les conversations. J'imagine que c'est justement faire de l'ouverture engagée, c'est pas seulement recevoir, c'est aussi donner, puis tenter de recevoir, ouvrir les gens aussi. Les gens vont dire plus. La curiosité active envers l'autre. Oui, curiosité active envers l'autre. Autre chose? Donc, c'est un processus qui est plus actif. Si on parle de solidarité responsable, ça fait référence à quoi? C'est un petit peu plus difficile. Ok, solidarité tout seul? C'est l'entraide, c'est le partage. Entraide, c'est se porter les uns les autres. Responsable. Apporter une responsabilité de manière collective. Porter une responsabilité de manière collective. Oui. Se questionner sur nos actions. Ça questionner sur nos actions. C'est souvent c'est un peu l'esprit de communauté, d'être responsable de la communauté au sens où en tant qu'individu, on est aussi responsable des actions des autres dans la communauté. C'est ce que j'ai vu à travers les jeux. Oui, c'est déjà super intéressant tout ce qui est apporté. C'est quoi je veux dire, je suis solidaire puis supporter mentalement. C'est dans nos gestes. On est responsable de nos gestes aussi, d'être solidaire dans nos gestes. Vous l'avez tout déjà super bien apporté.
Donc, je vais faire ressortir les deux derniers plus par des histoires, puis on va revenir après. La plupart de nos projets, on était avec différents partenaires. On a beaucoup utilisé l'empowerment. L'empowerment, c'est quoi? C'est remettre le pouvoir à l'autre sur sa situation. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà avancé par l'empowerment ou qui ont déjà un peu travaillé avec ça? Un petit peu? Est-ce que vous ajouteriez des choses par rapport à l'empowerment concrètement? C'est le mot empowerment, je ne sais pas comment traduire en français. Comment tu traduirais? Je sais c'est quoi parce que je comprends en anglais, je l'ai eu dans certains contextes. Mais même en français, j'ai de la misère à expliquer. C'est une idée là-dessus, quelqu'un d'autre. Je vais demander son avis, puis après ça, je vais m'essayer avec ce que j'ai. En français, on utilise souvent le développement du pouvoir d'agir. Donc, c'est de redonner le pouvoir à l'autre personne sur sa situation, de définir sa situation, puis faire conscience que justement c'est elle qui a tout le pouvoir dans sa situation. Donc, le développement du pouvoir d'agir, je pense que c'est la traduction. Oui, dans le fond, c'est le principe d'apprendre à pêcher au lieu d'utiliser les poissons. Bon. Un exemple que j'aime vraiment beaucoup donner, que dans les formations, on a sorti à un moment donné, c'est l'exemple du slingshot. Fait que tu peux aider la personne à faire quelque chose. Mais sinon, on peut s'imaginer les fameux slingshots, les petits jouets en ressort, vous connaissez tout ça un peu. Là. On met ça en haut des escaliers. L'empowerment, c'est juste que tu viens donner la petite pichenote suffisante pour qu'elle soit à côté de ça. C'est des escaliers super grands et finis. Fait une fois que tu as donné la pichenote sur le slingshot, ben, elle va s'en aller à une certaine vitesse que tu ne sauras pas laquelle, tu ne sais pas dans quelle direction elle va prendre, tu ne sais pas combien de marches elle va descendre. Toi, tu fais juste donner la petite pichenote. C'est le slingshot qui fait sa course. C'est un petit peu ça. Un slinky. Pas un slingshot, un slinky, excusez-moi. Les petits ressorts de couleurs que tu fais rouler pour pas. Fait que tu juste sur un slinky. Puis le slinky va débouler les marches à son rythme dans la direction que tu veux. Puis tu ne prends pas de vie, c'est pas beau. Puis c'est pas toi de le contrôler non plus. Toi, tu es juste là pour donner pouf, la petite poussée qui va faire bouger les choses. Puis les choses bougent dans le sens qui va bouger. Fait que je vais y aller avec une petite histoire. On a déjà fait les. J'ai oublié de vous montrer ce photo. Ok, donc, on avait 3 partenaires principaux pour utiliser. Je vais juste vous parler du mien parce que, pour vous raconter une petite histoire, puis évidemment parce que j'ai pas été dans les autres. J'étais dans il y avait un centre pour femmes, donc pour la réinsertion, l'autonomie, favoriser la formation des femmes là-bas. Centre de réinsertion pour personnes plus vulnérables, donc les personnes avec la lèpre, âgées, jeunes, donc qui étaient un petit peu plus en marge de la société. Puis moi, j'étais dans le centre de la petite enfance. Puis j'ai décidé de vous raconter une petite histoire pour faire ressortir un petit peu les valeurs dont on a parlé. Donc, on arrivait chez ce partenaire-là, puis on travaillait juste les heures à midi, donc il fallait qu'on arrive à 9h jusqu'à midi. Puis on arrive au midi et demi. On arrivait là, puis souvent, on passait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à rien faire. Parce que les femmes étaient assises, les autres employés étaient assises sur des petits bancs à l'extérieur pendant que les enfants jouaient, alors que l'école devait commencer à 9h. Puis c'est une école qui est entourée de murs de béton, avec une cour intérieure. Donc on arrivait là, avec le gros soleil, le sable, on s'assoyait, il faisait super chaud, c'était écrasant. Puis on parlait un peu avec eux, puis on essayait de parler un peu entre nous, puis on savait pas trop ce qu'on faisait là, on passait 1 heure sans rien faire, puis on se disait, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce heure-là? Comment on pourrait rendre ça plus productif, comment on pourrait les amener à faire quelque chose de plus, etc. Puis à chaque fois, ce qui nous revenait, c'est, ouais, mais quand on dit ça, est-ce qu'on répond à leurs besoins à eux, ou on répond à notre besoin à nous de pouvoir être productif pour faire quelque chose? Donc on s'est dit, bon, on va rien faire pour l'instant, on va essayer juste de comprendre comment ça se passe, puis comprendre un peu c'est quoi leur culture, puis pourquoi ils font ça, puis pourquoi c'est comme ça. Puis on a eu des pensées automatiques un peu qu'on a essayé de détasser le plus possible, mais on se demandait, ben là, peut-être que c'est pas leur priorité vraiment les enfants, qui s'en foutent un peu, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment le goût de travailler, etc. C'est comme des automatismes qui nous viennent parce que c'est ça qu'on aurait pensé ici. C'est ce qui viendrait ici automatiquement. Donc là, on a décidé, bon, ben, on va juste essayer de mieux comprendre puis mieux apprendre à les connaître. On s'est très rapidement rendu compte qu'il
Il fait tellement chaud, on comprend pourquoi c'est là on va s'activer, parce que nous-mêmes, on marche à 2 km/h. Non seulement ça, on a fini aussi par comprendre que ces moments-là, c'est des moments cruciaux pour eux. Parce que c'est des moments où, de un, ils passaient du temps en équipe, ils prenaient soin les uns des autres, puis ils se boostaient un peu quand il y en a un qui était down. Fait qu'ils s'entraidaient beaucoup en tant qu'équipe, puis ça faisait en sorte que c'était une équipe super soudée. L'autre chose, c'est qu'ils prenaient le temps de saluer tous les enfants quand ils arrivaient. Quand il y en a un qui arrivait triste, qui avait la malade, peu importe, ben, ça rendait compte qu'ils les voyaient jouer un peu, puis ils les repoussaient un petit peu aussi avant qu'ils commencent l'école. Fait que finalement, on se rendait compte qu'en leur parlant ou en allant voir ce qui se passait, ce qu'elle avait. Fait qu'on se rend compte que c'est des périodes qui étaient super importantes. Non seulement ça, on s'est fait dire à la fin que, à cause de ces périodes-là, ils nous ont perçus comme des gens très curieux, qu'on s'est adapté beaucoup à leur culture à eux, qu'on n'a pas essayé de changer les choses comme des Occidentaux qui arrivent et qui disent en tant qu'experts quoi faire. Fait que ces moments-là nous ont permis de développer une relation plus vite avec eux, une relation de confiance finalement. Et là, ça revient ça à la relation égalitaire. On n'est pas arrivé en disant ah ben, nous on pense que quand il faut commencer, il faut être ponctuel. Parce que c'est des valeurs qui sont importantes chez nous, la ponctualité puis bien travailler, mais là-bas, ça veut dire autre chose. Fait que là, c'est un exemple un peu où est-ce qu'on voit que c'est dans les subtilités un peu que, sans se rendre compte, des fois on peut se mettre dans une posture plus haute que l'autre, puis dans des détails des indices qui sont complètement différenciés. Une autre histoire. Avec un petit garçon. On était tous hébergés dans des familles 2 par 2. Puis ici, c'était un petit garçon qui était dans ma famille, avec qui je jouais beaucoup. Puis, juste pour vous mettre en contexte, tous les soirs, on arrivait dans notre famille, on s'assoyait dans le hall, par terre, sur des gros tapis de toile colorés. Puis, ils nous donnaient un gros contenant en métal avec une bonne portion de nourriture. Puis, on se mettait les 4, nous, on était 4 stagiaires qui se faisaient. On se mettait les 4, puis on mangeait avec les mains dans le même contenant. Les journées étaient lourdes, il faisait chaud, on dépensait beaucoup d'énergie. Pendant le jour, on mangeait pas beaucoup parce qu'il faisait trop chaud. On arrivait le soir, on avait faim, c'était bon. Donc on mangeait au complet, il ne restait plus rien dans l'assiette. Et dans notre tête, c'était bien vu qu'on mange tout parce qu'eux, ils insistent qu'on mange beaucoup. Puis là, il y a un soir où on est assis, on sent la brise fraîche, les portes ouvertes. On entend qu'il y a des enfants qui jouent dans la cour, des voisins, on ne sait pas trop. Mais tous les soirs, il y a des enfants qui viennent dans la cour et qui jouent dans la cour. Puis ils sont pas de la famille. Puis là, on mange notre repas, on le finit, ça fait du bien, on était affamés, on n'a pas mangé toute la journée. Et puis là, le petit garçon se met à pleurer. Ce petit bout de feu-là. Il se met à pleurer, il se met à chigner en Wolof, la langue principale là-bas. Il nous pointe, je sais pas quoi, puis il a l'air d'être en panique, il a l'air d'être fâché. Puis là, je me suis déjà fait chianer à ce moment-là. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Là, je vois qu'il se fait chicaner en Wolof aussi par ses parents, par ses sœurs. Puis là, je finis par demander. Et là, on rentre dans la curiosité, hein, pas juste curiosité active qu'on parle tantôt, d'aller chercher l'information. Donc là, on commence à poser des questions, on dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est triste, etc. Et puis là, on apprend qu'il y a un de ses amis qui dort avec les autres enfants qui jouent. Et qu'ils attendent qu'on finisse de manger pour avoir le reste. Et comme on avait tout mangé, il n'y avait rien à voir. Ça, c'est une des affaires qui nous a beaucoup marqué. Puis, c'est super important justement d'être proactif quand on va dans une nouvelle culture. On ne fait pas juste recevoir pour apprendre, on va chercher l'information. Non seulement ça, ça nous a fait prendre conscience énormément du fait que nos gestes ont un impact important chez d'autres. Donc là, la quantité de nourriture qu'on mangeait était proportionnelle à la quantité de nourriture que ces enfants-là allaient manger. Ces enfants-là qui n'avaient pas de famille dans le village. Et là, si on réfléchit un peu plus loin, on se rend compte que même ici, quand on consomme toutes sortes de choses, les choix qu'on fait quand on fait certains achats, bien, il y a un goût après cette chaîne-là, même si ce n'est pas dans le cours. Si j'achète quelque chose qui vient d'une compagnie qui par exemple, a un système où les enfants sont maltraités et ces enfants qui travaillent,
mais j'encourage directement ces communautés-là puis ces compagnies. Ça me fait prendre conscience à un autre degré l'expression de ouais, ben, si mange ton assiette, les enfants ne mangent pas en Afrique, ben c'est vrai. Peut-être pas de la façon dans laquelle on s'imagine, mais c'est vrai. Tout ce qu'on fait ici, ça a un impact direct sur, pas nécessairement au Sénégal, mais sur d'autres communautés ailleurs. Donc, c'est un exemple où ça a eu un impact vraiment important au niveau personnel dans ma vie. Là, évidemment, au niveau professionnel, ça en a eu aussi énormément. Parce que juste à cause du stage dont j'ai parlé, puis toutes les remises en question qu'on s'est faites, parce qu'on avait certaines conclusions, finalement, on se rendait compte que c'était complètement l'inverse de ce qu'on pensait. Donc, ça nous a fait revenir, c'est le genre de voyage qui nous a fait revenir vraiment aux bases des choses, vraiment aux bases de la psychoéducation, etc. Donc, en conclusion, c'est vraiment le genre de voyage, si vous avez l'occasion un jour de faire ce genre de voyage qui va vous rendre, vous allez aller quelque part, vous n'avez rien de familier, vous allez vous retrouver face à vous-même. C'est vraiment le genre de voyage où vous allez vous poser des questions, autant au niveau professionnel si c'est en contexte scolaire, en contexte de stage, qu'au niveau personnel aussi, malgré tout. Donc là, je joue la discussion si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse un sujet. Tu as commencé en disant j'essayais d'arriver là avec aucun stéréotype, je paraphrase un peu, puis en disant d'adapter à la situation, mais c'est beau le dire, mais comment ça se fait concrètement? Concrètement, il faut surtout être conscient qu'on en a des préjugés de base, puis qu'on n'a pas le choix d'en avoir, parce que de toute façon, c'est nécessaire pour survivre un peu. On met tout dans des catégories. Donc, on s'est préparé un petit peu en mettant au clair, en étant conscient de c'est quoi nos préjugés à nous, en étant flexible à les ouvrir. Donc là, en étant conscient, moi je m'attends à telle chose, puis moi je pense que ça va être comme ça. Ben, je sais que j'ai ces préjugés-là, puis rendu là-bas, je vais être consciente que peut-être que je me trompe par rapport à ça. Puis je vais aller chercher l'information. Comme le fait d'être proactif dans la curiosité, c'est un petit peu ça. Oui. C'est parti combien de temps? C'est 6 semaines. Donc, toute la semaine, on était dans le famille, puis on travaillait, puis la fin de semaine, on allait se promener, mais sinon, c'était par an. C'est quoi que tu faisais comme travail, comme ça, de psychoéducation au centre de la petite enfance, c'est ça? Oui, on se présentait comme des stagiaires en psychoéducation, puis on était là pour autant partager des idées d'histoire, d'humanité, c'est notre phrase. Beaucoup en collaboration, c'était super intéressant, on a beaucoup appris. Avez-vous partagé des expériences semblables avec les autres ateliers, puis même avec d'autres stagiaires dans d'autres régions du monde? Vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Le constat par rapport aux préjugés, par rapport à prendre des connaissances avec d'autres, parce qu'il y avait un centre de petite enfance, il y avait un centre des femmes. Si on partageait entre nous, c'est oui, en revenant du stage? Oui, mais là-bas, souvent, en avant-midi, on travaillait avec nos partenaires respectifs. Puis l'après-midi, on avait souvent des rencontres. Puis on parlait un petit peu de nos stages. Des fois, on parlait juste entre nous de façon informelle. On a eu une formation retour aussi. Parce que là, on a reparlé un peu de ces sujets-là, des différents pays. On va dire un petit peu en commun. On n'a pas pu le faire en profondeur, beaucoup, mais le gros est ressorti quand même. Puis de façon informelle aussi, on s'en est reparlé beaucoup justement pour que ça reste pas clos comme expérience. Et comment ça transforme votre attitude ou vos comportements ici maintenant? Au niveau professionnel, je trouve que ça transforme énormément parce qu'on prend beaucoup de choses pour acquis quand même. En tant que psychoéducateur, psychoéducatrice, on reçoit un dossier d'un patient, on le lit, on se fait déjà une idée. Puis souvent, on arrive déjà avec des pistes de solutions. Au lieu de juste arriver devant le patient et lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que je peux faire pour vous. De quelle façon on peut travailler ensemble pour avancer, au lieu de quelle façon je peux vous aider. C'est tout dans on revient tout aux bases de la psychoéducation dans ce contexte-là. Puis, quand on parle, on a beaucoup d'opérations professionnelles, donc quand on parle d'observation, au début, quand on arrive devant une situation avec un patient, un client, peu importe, souvent on le fait avec des préjugés, mais là, ça nous a amené à reconnaître nos préjugés encore plus, puis arriver aux bases, puis arriver de façon beaucoup plus ouverte qu'on le faisait avant. Donc, au niveau professionnel, c'est vraiment revenir aux bases,
puis les appliquer un peu plus ici où c'est beaucoup plus facile de donner des préjugés encore que là-bas. Au niveau personnel, ben, je suis encore plus consciente de l'importance de mes gestes, parce que ça peut avoir des impacts autant chez mes proches que quelque part très loin. Puis, par inconscience, souvent, on pose des gestes qui peuvent nuire à d'autres. Mais là, j'ai plus l'excuse d'être inconsciente. Donc, j'essaie de prendre la responsabilité de mes gestes au quotidien pour faire une petite différence. Puis, évidemment, partager autour de moi, parce que si quelqu'un d'autre de plus peut faire une différence dans son quotidien, ben, c'est ça que je veux faire. Merci. Est-ce que tu peux développer sur l'éducation formative? Oui, c'est un organisme à but non lucratif. Ils ont commencé la base est à Trois-Rivières, c'est là qu'ils ont commencé. Mais toutes les universités du Québec sont les bienvenues. Il faut juste être étudiant en psychoéducation au moins l'année avant de partir en voyage. Donc, à toutes les années, il y a des projets qui se font dans 3 pays différents, donc Sénégal, Haïti, puis au Québec et Québec. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années que ça existe. Il y a maintenant des projets aussi professionnels. Les professionnels en psychoéducation, ils peuvent aussi s'inscrire et partir en Haïti, si je ne me trompe pas, puis faire des projets un petit peu différents. Puis on a des formations pré-départ dans le 3 qui sont assez riches, qui nous préparent quand même bien à nous ouvrir l'esprit un peu, puis avoir des différentes valeurs, etc. Puis on a une formation de retour aussi, parce qu'il y a le choc de retour évidemment, puis pour remettre tout ça ensemble. Puis c'est. Maintenant, il y a comme une communauté qui reste avec tous ceux qui ont fait les projets PSF, puis on essaie de faire des conférences, puis élargir un petit peu cette vision-là à d'autres que juste les psychologues. S'il y en a qui veulent aller voir. Oui. Je me demandais au niveau des différences culturelles ou des mœurs qu'il y avait là-bas, qu'est-ce que tu as observé que tu peux vraiment différent ou qui t'a marqué particulièrement? Une des choses qui m'a marqué, c'est que les indices non-verbaux ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, des fois, on travaillait avec nos partenaires, on avait l'impression que ça ne les intéressait pas du tout ce qu'on faisait, l'activité qu'on faisait. Puis ils nous disaient qu'à l'inverse, à la fin, ça les avait énormément intéressés, puis il y a raison pourquoi, mais c'est juste qu'ils sont. Quand ils sont, par exemple, eux, là, ceux avec qui on travaillait, ils étaient beaucoup plus neutres pendant, puis ils étaient peut-être fatigués, c'est à cause de la chaleur, etc. Mais de façon générale, le non-verbal n'était pas toujours le même, donc c'était pas toujours facile de déchiffrer la réaction de l'autre. Mais quand même, c'est des gens extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, des enfants aux aînés. Québec, c'est un petit village où il y a beaucoup de sans-frontières qui vont là. Puis les premiers, c'est les médecins sans frontières. Donc, tous les étrangers, ils nous appellent les Touba. Ça veut juste dire étranger, puis c'est bien vu. Parce que là-bas, quand il y a des étrangers, c'est des gens ouverts, c'est des gens curieux, c'est des gens qui sont là pour, oui, aider, mais pas en position d'expert en général. C'est pas des gros touristes parce que c'est pas un gros centre touristique. Donc, ils sont très bien vus, les étrangers. Ils sont super accueillants avec nous. Ils nous aiment énormément. Ils sont déjà prêts à nous partager leur culture et à vouloir apprendre de la nôtre. Donc, une des choses qui m'a marqué, c'est dans la rue, souvent on marchait comme ça, dans ces maisons. Puis il y a des enfants souvent qui nous criaient « Ah, tout le monde! » Puis qui venaient nous voir en juste pour nous serrer la main. Parce qu'ils étaient contents qu'ils soient là, parce qu'on était différents probablement. Autant les petits enfants là, qui parlaient à peine que les adultes qui étaient contents de nous voir et qui nous posaient des questions sur qu'est-ce qu'on faisait, mais ça m'a énormément marqué. Des relations vraies, assez sincères, authentiques. Oui. Est-ce que ça t'a donné à toi pour faire d'autres voyages de coopération internationale? Est-ce que c'est vers là que tu t'enlèves avec ton oui, mais c'était pas le premier. Le premier c'était au cégep, puis c'était moins. C'était avec des cours, fait que c'était semi. Là, c'est le premier vrai coopération internationale que j'ai fait, puis ce sera clairement pas le dernier. Avec ce côté de frontière, j'ai l'intention de rester impliquée, puis ils veulent ouvrir un nouveau partenariat au Chili, donc que ce soit en aidant à distance ou en retournant éventuellement, parce que je ne peux pas retourner à chaque année. C'est sûr que je reste impliquée, puis avec eux ou avec d'autres organismes peut-être que je vais voir. Mais oui, c'est sûr que ça va rester impliqué. Est-ce que ça a été dur de partir? Oui!
Oui, énormément. Je pense que, premièrement, on a passé au moins un bon 5 semaines avec nos familles. Donc, le moment de départ de nos familles a été déchirant pour tout le monde. Extrêmement déchirant. Puis, en 5 semaines, on a le temps de devenir familier là-bas, d'être confortable et de se sentir chez soi. Quand on arrivait dans notre chambre là-bas, je me sentais bien, je me sentais chez moi. J'avais des petites routines en venant, j'avais acheté des petites montres, on croisait les gens qu'on connaissait, qu'on croisait tous les jours. Puis, on est dans un autre monde complètement. On oublie un peu notre réalité d'ici, puis on commence, c'est comme si on commençait à se faire une vie ailleurs, parce qu'on cherche beaucoup à s'adapter en partant. Donc, repartir de là, ça a été assez difficile. Puis, au retour ici, à différents moments selon les filles, on a tous eu un choc de retour où on avait parfois envie de retourner ou de garder certaines choses de la vie. Pardon? Est-ce qu'il y a un certain deuil à vivre? Oui. Alors, pour ma part, oui, énormément. J'aimerais ça retourner si j'ai l'occasion, voir la famille, puis j'en suis tellement reconnaissante. Ils nous accueillent, ils nous connaissent pas, ils nous accueillent, ils nous donnent tout, leur confiance, etc. Si je peux retourner les voir pour leur dire merci, c'est sûr qu'on a développé des liens forts avec ces familles-là. Donc oui, il y a eu un petit oui. Et est-ce que ça vous change au retour, justement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des habitudes qui changent, il y a des... Oui. Et là, il y a un piège. Souvent, on revient, puis on met ce petit voyageur dans une bulle comme si c'était un rêve. Puis on reprend notre train quotidien, puis c'est un piège dans lequel je ne voulais pas embarquer. Puis le fait d'avoir notre formation de retour, on avait une formation de retour obligatoire, ça nous a aidé à ne pas garder ça dans une petite bulle. Donc ça a été 2 mois après environ, et que ça a permis de rouvrir cette bulle-là, puis de réfléchir un peu comment on peut l'appliquer dans notre vie. Et moi, je m'étais mis l'objectif justement de changer, faire une liste de ce que je veux changer, puis y aller graduellement un à un. Puis j'y arrive tranquillement. Mais il faut vraiment que ce soit un processus actif, puis il faut vraiment mettre les efforts, parce que c'est facile de tomber dans le piège de ça devient une bulle, un rêve, puis je retourne dans mon train quotidien. Oui? Si tu avais un mot qui décrirait ton voyage, ça serait quoi? J'ai cœur ou amour qui me vient en plein. Parce qu'on a développé un amour d'un pour notre profession complètement différent, pour ces gens là-bas, pour nous-mêmes, parce qu'on a découvert des parcelles de nous qu'on ne connaissait pas, ou qu'on a développé encore plus. Pour ce genre de voyage-là aussi. Donc, moi, je pense que l'amour, c'est un bon. C'est peut-être qu'elle se lever, je pense. Oui, ça donne l'autre idée complètement. Mais t'en as glissé un mot par rapport au syndrome de l'homme blanc, de l'expertise, d'aller là-bas, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible de faire un stage humanitaire ou un aide humanitaire dans un autre contexte plus expert? Est-ce que c'est possible? De façon égalitaire? Mettons, ma vraie question, c'est que je fais partie d'un groupe de stage humanitaire d'ingénierie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment humanitaire? Est-ce que c'est vraiment un... Juste avoir ton opinion. Personnellement, moi, je pense que ça dépend de la façon dont c'est fait. Donc, comme j'ai dit tantôt, quand on parle d'aide humanitaire, c'est toujours en bonne intention et dans le but d'aider. Donc, il y a plusieurs questions que je me poserais pour savoir si j'essaierais de faire les choses différemment ou pas. C'est d'abord, est-ce que ce que moi j'apporte, ça les rend dépendants de moi? Ou est-ce que j'apporte, c'est un tremplin pour qu'ils soient capables de s'arranger seuls? Ça, c'est la première question. Si ça les rend dépendants, j'essaierai de voir comment je peux les rendre eux plus indépendants. Deuxième question, c'est le besoin. Est-ce que c'est moi qui l'ai apporté ou c'est un besoin à eux? Est-ce que c'est moi qui me suis dit, ouais, ben, ils n'ont pas d'eau, il faut que je construise un puits, puis dans le fond, ça, de le fait de construire un puits, ça emmène d'autres problèmes qu'il n'y avait pas avant. Je vais donner un exemple. Plus concret, mais ça peut nuire, là. Justement, quand je faisais mon stage, je parlais avec le directeur, puis lui, il était frustré parce qu'il était canadien, pas du Québec, mais du gouvernement plus fédéral. Ils sont arrivés et ils ont décidé de changer le système d'éducation. Parce que celui au Canada est meilleur que le leur, il fonctionne mieux. Puis ils ont donné quelques informations, un petit peu de soutien, ils sont partis. Là, lui, il dit que la qualité de l'éducation là-bas, elle a diminué énormément. Parce que, oui, ils ont formé quelques personnes, mais
c'est pas quelque chose qui vient d'eux, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose dans lequel ils croient. C'est pas un système qu'ils comprennent bien. C'est pas. On a voulu aider pour essayer de mettre un niveau de base, puis finalement on a nuit sur d'autres choses. Fait que, là, ça dépend qu'est-ce que vous faites en tant qu'ingénieur. Fait que je me posais cette question-là. C'est quoi que ça peut nuire, puis est-ce que ça vient d'eux, ou est-ce que ça vient de nous? C'est plus ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, pensées, commentaires?